Jean-Luc, on reprend nos discussions avec Stéphane Krebs qui est là pour nous parler de son livre « Entre science et magie, les arbres connectés ». Avec grand plaisir. Donc là, on va parler cette fois des bienfaits des arbres. Donc, on sait que maintenant la sylvithérapie, donc le fait d'aller dans la forêt, est prescrite au Japon. Oui. Donc on reçoit une ordonnance pour aller faire un tour en forêt, c'est cool. Moi, je fais volontiers tout bib, si vous voulez. Ça maintenant, gagne mieux que paysagiste. Alors, en termes de joie de vivre, je ne sais pas. En tout cas, jardinier, on n'est pas trop mal. Non, maintenant, pour être plus sérieux, on sait que les arbres font des bienfaits, mais justement, le lien justement entre les arbres connectés et les bienfaits, justement, on parlait tout à l'heure de l'intention qu'on a vis-à-vis des végétaux. Là, la même chose, vous avez parlé de l'intention, justement, de connaître la plante, connaître son environnement pour mieux la soigner. Et maintenant, avec les arbres, justement, avec votre système d'arbres connectés, est-ce que vous ressentez un meilleur bienfait ou comment est-ce que vous expliquez, en fait, le bienfait qu'on peut obtenir au contact des arbres ? Alors, je commencerai par un retour en arrière. En fait, les arbres ont 1250 fois plus l'expérience de vie sur Terre que nous. L'être humain moderne, c'était il y a 200 000 ans. Les arbres modernes, c'est il y a 250 millions d'années ou 350 millions d'années. Donc déjà, une expérience de vie sur Terre nettement plus grande. Donc on a énormément à apprendre d'eux et on continue, comme je l'expliquais avant, d'apprendre. L'autre chose, c'est aussi un chiffre. À la base, avant que l'humanité soit sur Terre, il y avait 6500 milliards d'arbres. Et puis maintenant, on n'a plus que 3500 milliards d'arbres. Donc on en a perdu pas tout à fait la moitié. Donc ça explique aussi les choses et il faut mettre tout ça en relation. L'arbre en lui-même rayonne dans son entourage, il vibre, il est connecté, pas avec le système forcément qu'on vient de développer, mais connecté avec le sol, avec le champ magnétique terrestre, avec l'univers. C'est une forme d'antenne. Et de ce point de vue-là, on peut comprendre, on peut arriver au-delà. Je suis arrivé à cette réflexion-là, c'est qu'à un moment donné, vous apprenez votre métier. Avant, vous êtes jeune garçon, vous voyez la nature, vous voyez les choses et tout, vous percevez des choses avec les plantes, les arbres, la nature. Puis après, vous faites vos études, puis vous apprenez plein de choses super intéressantes. Puis vous arrivez à un certain âge et puis vous dites, je mets plus les choses en lien entre ce que j'ai vécu quand j'étais jeune et puis après. Puis à ce moment-là, il y a une prise de conscience, puis il y a autre chose à découvrir. Et c'est à ce moment-là que vous prenez votre réflexion en main, et puis vous dites, il faut aller chercher un petit bout plus loin, quoi. Et c'est comme ça qu'on arrive à se dire, les arbres ont des bienfaits, ils procurent des bienfaits, puis on en connaît une partie, mais il y a encore énormément à connaître de ce côté-là. Et en percevant l'imperceptible, en pouvant voir l'invisible, c'est ce qu'on ambitionne, c'est de pouvoir découvrir plus de bienfaits sur les arbres, parce qu'on va les avoir sous observation 24 heures sur 24, 365 jours par année, chose qui n'a jamais été faite. Et de nouveau, comme jardinier, vous l'avez si bien dit, c'est le fait d'apprendre une technicité. Donc on a fait autour de la table quelques études pour apprendre la technique de notre métier. Et finalement, on comprend un peu trop tard, à mon goût, et c'est pour ça qu'on a cette chance de pouvoir transmettre aussi dans l'enseignement, de dire, vous avez un être vivant, autotrophe, donc qui est capable de se nourrir lui-même sans aller à la Migros. Donc je vous rappelle, un chêne qui est posé au milieu de la campagne, peut-être qu'il est là depuis plusieurs siècles, voire un millénaire, et cet arbre-là n'a jamais bougé. Donc il a été capable pendant toutes ces années de passer outre les sécheresses, de passer outre les tempêtes, et de se nourrir lui-même, tout simplement. Mais justement, s'il y a un truc qui nous échappe complètement, c'est ce qui se passe dans le sol. Et le sol, justement, ça de particulier, c'est que ça nous échappe complètement, parce que c'est totalement invisible, et pourtant on sait qu'il y a plus d'habitants dans le sol que sur le sol. Donc ça, c'est une évidence. On sait que dans un gramme, alors je ne vais pas sortir de chiffres complètement fous, mais dans un gramme de terre, il y a tellement de choses vivantes et qui, justement, aident les arbres. C'est-à-dire que nous, on voit l'arbre, c'est une ressource, c'est du bois de construction, c'est du bois de chauffage, mais la réalité, c'est que c'est quelque chose d'absolument imperceptible, justement, au terme du sol. Et maintenant, justement, grâce à votre système connecté, on arrive à obtenir quelques données, mais quelles sont les données du futur ? C'est-à-dire, maintenant, on a compris que vous captiez
vérifier l'oscillation de l'arbre, mais on va chercher vraisemblablement un petit bout plus loin. Enfin, dites-nous en plus s'il y a effectivement un futur à votre système d'arbres connectés. Oui, un futur, plusieurs scientifiques ont dit la chose suivante, quand on leur expliquait, quand on leur montrait les résultats, c'est que le début. C'est la même chose que quand les appareils à rayons X ont été utilisés pour la première fois, ont été découverts. Ils ont dit « Ah, c'est super, on voit à travers le corps humain ». Puis quand on regarde l'évolution et tout ce que ça a permis de faire, ils disaient ça va être la même chose. À partir du moment où on a la technique pour voir les choses, ça va être sans cesse des découvertes de fil en aiguille. Et tout ça pour quelque chose qui est important. Les arbres sont importants. C'est le plus grand être vivant sur Terre. C'est l'être vivant qui vit le plus vieux sur Terre. Et nous, on n'est que humains et que momentanément là. Donc, on va pouvoir apprendre énormément d'eux. C'est une belle leçon de vie. Donc, rappelez-vous, le pire outil que l'être humain a développé dans toute sa carrière d'idiot sur Terre, pardon, j'en fais partie, c'est la tronçonneuse. Donc on sait très bien que c'est le pire outil qui a jamais été développé, tout simplement parce qu'il retire la vie et il retire en fait la couche protectrice de la forêt sur la Terre. Il n'y a qu'à voir maintenant, vous allez faire un tour en forêt, vous avez entre 5 et 10 degrés de moins. Donc voilà, c'est tout simple. Donc ça permet justement de capter l'importance de l'arbre et désormais justement d'aller plus loin désormais pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec ces arbres. Et justement, il faudrait qu'on ait encore des arbres pour pouvoir expérimenter le plus loin et de comprendre justement ce qui se passe entre le dessous et notre lien affectif avec les arbres. Parce que de nouveau, si on est dans une mégapole, on prend New York, Sao Paulo, au Mexico, vous vous posez au milieu de la ville, il y a quelques arbres, mais vous n'avez même pas accès au sol, c'est-à-dire que vous ne pouvez même plus vous mettre pieds nus dans le sol. Et tout ça, c'est des liens qui nous échappent. Alors comme jardinier, on a cette chance de pouvoir le côtoyer au quotidien. Mais maintenant, dans le futur des arbres, qu'est-ce que vous préconisez? Parce que vous les voyez, vous les expertisez. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour faire mieux avec les arbres? Alors je fais un lien directement avec tout ce qui est îlot de chaleur en ville. Donc il y a des arbres, il n'y en a pas assez, il faut qu'on augmente la canopée, c'est-à-dire la couverture végétale au-dessus de 3 mètres dans les arbres. Et le meilleur moyen, c'est de rallonger la vie des vieux arbres. Puisqu'on sait qu'un arbre, plus il est volumineux, plus il est bienfaisant par rapport à l'humidité, par rapport à l'ombre qu'il procure. Donc il rafraîchit l'atmosphère en son sein, qui rayonne aussi à l'extérieur. Et du coup, si on arrive à faire perdurer cet arbre plus longtemps avant de voir l'abattre pour des questions de sécurité ou autre, c'est gagné. Et avec ce système-là, ça permettra de dire oui, il y a un souci, mais il tient encore suffisamment. Et ça, c'est la valeur ajoutée principale du système. Et pourquoi il a été développé à la base, c'est par rapport pour rallonger l'espérance de vie des arbres en milieu urbain. Après, il y a des applications partout, au milieu périurbain, en forêt. On discutait tout à l'heure, un centre de recherche viticole m'a demandé des appareils pour pouvoir regarder sur la vigne s'ils pouvaient aussi mesurer des choses qui étaient importantes pour eux. Donc c'est que le début, et le but c'est de prolonger la durée de vie des arbres. Et puis actuellement, les choses se font ainsi. Oui. Et dans ce même esprit, je pense que la préservation de l'arbre va aussi dans la préservation de son milieu de vie, c'est-à-dire le sol. Donc de ne pas faire n'importe quoi avec le sol. Donc le sel de déneigement, c'est une chose, mais on a toujours comme être humain l'impression qu'on va donner de l'engrais puis ça va être super. Puis je vous rappelle justement, comme on disait tout à l'heure, l'arbre, lui, il a besoin de soleil, de flotte, des micro-organismes qu'il y a dans le sol et des champignons pour l'aider à aller chercher à manger. Et seulement en dernier recours, il va demander à manger, mais encore, il va d'abord démontrer des symptômes, donc une croissance ralentie, un feuillage plus jaune, etc. Mais c'est souvent dans des milieux non naturels. Donc c'est les milieux non naturels, c'est là où on plante des arbres et puis qu'on réfléchit que trop peu justement à la quantité de sol nécessaire au développement harmonieux d'un arbre. D'ailleurs à Neuchâtel, je ne sais pas si tu connais l'histoire justement de ce parc, où ils ont fait un parc par-dessus une ancienne déchetterie. En fait, c'était un lieu de stockage des terres et des inertes. Ils ont rajouté de la terre dessus, je ne sais plus, 1,50 m ou 2 mètres, qu'importe le chiffre.
Mais cette couche de terre, justement, a été exploitée par tous les arbres de parc, donc magnifique parc pendant plusieurs décennies, et tout d'un coup, des dizaines d'arbres sont morts les uns après les autres, et sans savoir pourquoi. Pas de maladie, rien du tout, c'est tout simplement parce que le stock vital était complètement épuisé, puis qu'au premier stress, eh bien, tous les arbres se sont mis à mourir, tout simplement parce que la couche de terre, qui n'était pas une terre naturelle avec une vraie capillarité, eh bien, cette terre, malheureusement, tout d'un coup, elle est morte parce qu'il n'y avait pas cette capillarité profonde. Ouais, les arbres, ce que peu de gens savent, c'est qu'ils tirent 94% de leur masse de l'atmosphère et seulement 6% du sol. Mais c'est essentiel, ces 6%, ils doivent être topissimes, avec des vrais sols, comme tu disais, enrichis, nourris naturellement, et puis avec une liaison directe avec les couches profondes pour que l'eau et les échanges gazeux puissent se faire. Et s'il n'y a pas ça, eh ben, on a beau avoir tout le gaz carbonique qu'on a en trop dans l'atmosphère, puisque l'arbre c'est du carbone, et qu'on parle de puits de carbone, c'est vraiment ça. Donc l'arbre, sa masse vient de l'atmosphère, mais sa vie vient du sol. Et si on revient cette fois vraiment aux bienfaits des arbres, dites-moi concrètement vos bienfaits, c'est-à-dire qu'est-ce que vous retirez justement du contact avec les arbres? Ou peut-être Damien aussi après. Alors moi c'est l'énergie. C'est l'énergie, et j'ai été en voir passablement des vieux, des plus jeunes, des extraordinaires. C'est chaque fois un moment hyper privilégié. On parlait avant de bains de forêt. Les arbres, ça constitue la forêt, mais même quand ils sont isolés dans un parc ou autre, c'est quelque chose de magique, et c'est rempli d'énergie. Et je vous encourage à chercher cette quête de l'énergie. C'est pas en passant, c'est en prenant du temps, en se rapprochant, en les regardant, en s'invitant auprès d'eux qu'on arrive à percevoir ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magique et de très ressourçant. En s'appuyant dessus aussi, on dit que on peut prendre leur énergie si on se met dans leur longueur et qu'on s'appuie ou qu'on les prend dans les bras, c'est égal, mais comme on le sent, c'est vrai ça? Oui, à partir du moment où on rentre dans leur espace vibratoire, c'est ce qui se passe. Après, comment on le vit, comment on le fait, chacun est différent et chacun le perçoit de manière très différente. Parce que je rappelle, l'arbre est une antenne, et ça aussi on l'a mesuré, on n'a pas exploité ces données-là dans le cadre de notre recherche, mais on l'a aussi mesuré, l'arbre a un champ électrique propre. Donc il y a du courant qui passe, donc forcément, voilà. Après il y a des gens plus ou moins sensibles à ces champs électriques. Et toi Damien, comment? Toi tu fais des bébés arbres, beaucoup. Ouais, je fais des bébés arbres, je fais que ça, mais c'est vrai que coquin. Comme j'expliquais des fois, c'est un peu le problème de notre métier, c'est-à-dire qu'au départ on nous apprend des choses de base, puis tous ces éléments remis à l'autre nous poussent d'aller toujours plus profondément dans la connaissance de la vie, des équilibres, etc., et toujours dans le plus petit. Puis c'est comme un entonnoir, mais à l'inverse, ça veut dire que plus on va, plus c'est vaste, et plus il y a des équilibres qui sont énormes, et plus c'est intéressant. On s'arrête jamais, je veux dire, tous les jours, on revoit des bouquins, on se repose des questions, et puis on comprend toujours rien. Et ce que je trouvais intéressant dans ce qu'il disait, c'est effectivement que l'arbre était là beaucoup avant nous. Et puis, il vit beaucoup plus longtemps que nous. Et puis, il a un grand handicap, c'est qu'il ne peut pas se déplacer. Et puis, à partir de là, donc, il a dû mettre beaucoup de stratagèmes, beaucoup de choses en place pour compenser quelque part ce fait qu'il ne peut pas se déplacer. On parlait de communication entre les arbres, tout et c'est énorme, quoi. Et ça, je trouve fantastique, quoi. En tout cas, c'est fascinant. Il y a une dernière théorie que j'aimerais apporter là autour de la table, qui est toujours intéressante, c'est on parle d'arbres comme individus, et désormais, il existe une théorie qui dit que le bourgeon est l'individu, c'est-à-dire là où il y a la multiplication cellulaire, et que tout le reste n'est qu'un squelette porteur. Donc le bois, c'est un squelette porteur. Le bourgeon va tirer la sève vers lui, justement parce qu'il en a besoin pour multiplier ses cellules. Et en fait, que chaque feuille est un individu qui va décider où est-ce qu'elle va pousser, dans quelle direction. Donc il y a littéralement un comportement de l'arbre qui va décider jusqu'où elle va pousser. Et quand on se promène en forêt, donc lever les yeux, évidemment, en prenant le bon équilibre, parce que ça va vite, on est vite par terre. Mais lever les yeux et observer la timidité des cimes, ce qu'on appelle tout simplement cet endroit, en fait, il y a toujours de la lumière qui passe, mais chaque arbre, donc chaque branche a décidé jusqu'à quel moment elle va pousser avant de toucher l'autre. Elle n'a pas Dieu, je vous rappelle. Donc on a ce comportement fascinant des arbres, et qui nous dit que, évidemment qu'on a toujours ce regard anthropomorphique en se disant mais si j'étais un arbre je ferais comme ça,
l'arbre, lui, vraisemblablement, il a besoin de rien d'autre que ce qu'il est pour faire juste, parce que ça marche. Et une forêt, c'est un équilibre. Enfin, ici, on a peu de véritables forêts primaires, c'est-à-dire là où l'homme n'a pas exploité son bois. Mais dans les forêts primaires, on constate en fait que dans toutes les strates, tout le monde vit ensemble, sans aucune concurrence, que les graines qui tombent au sol sont aidées par les parents, que les bébés arbres qui poussent à leurs pieds sont capables de pousser sans lumière, donc ils font quasiment pas de photosynthèse, mais c'est uniquement les grands qui leur donnent à manger et à boire. Et justement, le professeur Turcher a fait une expérimentation en semant des graines de la même essence. Donc je prends un platane, non, peut-être pas un platane, ça c'est moche, un érable dans nos forêts ou un fayard dans nos forêts. Et il prend des graines d'une autre famille de fayards, pourtant pas bien loin d'ici, mais il les dépose au pied. Et bien ces graines-là ne sont pas aidées, la même chose que les bébés qui proviennent du même arbre, c'est-à-dire de la même généalogie. Donc tout ça c'est fascinant et comme on disait justement, on est qu'au début, on comprend à peine ce qui nous arrive et quand on sera mort, les arbres seront toujours là. Il faut remettre en lien, Damien, tu as parlé avant que les arbres ne se déplacent pas, c'est faux. L'arbre se déplace au cours de sa vie beaucoup plus que nous, mais beaucoup des millions de kilomètres de plus, puisqu'il vit beaucoup plus longtemps que nous. Si tu prends la Terre qui tourne, sur elle-même la Terre qui tourne autour du système solaire, et si l'arbre il dure 400 ans, il aura se développe voyagé bien plus que nous. Voilà. Et quand on sait que l'arbre a une mémoire, que les cernes de l'arbre capturent les pollutions, capturent tout, ça nous permet aussi d'avoir avec la dendrochronologie, mais aussi avec l'expertise et l'analyse de l'intérieur de ces cernes, les pollutions qu'il y a eu 3000, 4000, 5000 ans avant nous, par exemple l'explosion de Terra, l'île de Santorin, ça a été identifié dans des arbres, dans des pins qui étaient en Turquie, c'est comme ça qu'on a pu déterminer l'âge très précis. Et puis, je disais avant que les arbres captaient aussi, étaient une antenne avec le ciel, avec l'univers. Forcément aussi, ils captent aussi ce qui se passe à l'extérieur de notre univers. Mais ça, on n'a pas encore découvert, ça reste à faire. En tout cas, merci beaucoup Stéphane d'être venu nous parler des bienfaits des arbres, mais aussi de votre dernier ouvrage qui est sorti aux éditions Slatkin. Donc je rappelle, c'est Stéphane Krebs, entre science et magie, les arbres connectés. Et nous avons un ouvrage à offrir à un auditeur. Est-ce que tu voudrais poser une question à laquelle les auditeurs doivent répondre pour gagner cet ouvrage qu'ils pourront récupérer ici à la réception la semaine prochaine ? Oui, je vais rebondir sur une des questions de manière globale qui ont été posées par les auditeurs. Je dirais, si vous avez un problème de rosier qui fleurit pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, quelle en est la cause ? Voilà, si vous avez la bonne réponse à cette question, il vous suffit d'envoyer vos coordonnées complètes au 079 127 70 60 avec la réponse. Et puis on fera un petit tirage au sort. Et si vous gagnez, vous viendrez chercher votre bouquin la semaine prochaine dans les locaux de Radio Fribourg directement. Et on vous confirmera bien évidemment par WhatsApp interposé. Donc il suffit de nous écrire un petit WhatsApp. Alors juste deux...